Bonjour ou bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans notre page chronique du temps qui passe, qui se donne pour mission de parler des événements, tant passés que futurs et pourquoi pas présents. Nous avons commencé la semaine dernière à parler du football camerounais. Pourquoi le football? Parce que le football est un événement marquant dans la vie du Camerounais que je suis et dans la vie du Cameroun. Nous allons faire une pause parce que en ces jours-ci, ce qui focalise l'attention, ce sont les élections présidentielles qui auront lieu dans quelques jours, plus précisément dimanche, le 12 octobre, et il sera question d'élire un président de la République. Nous allons articuler notre discours en trois composantes. Premièrement, avant les indépendances, pour situer le problème, et ensuite, après les indépendances, pour analyser le problème, et enfin, après les élections, pour faire une sorte de prospective. Voilà. Le Cameroun est un pays du Golfe, un pays situé dans le Golfe de Guinée, à mi-chemin entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Une position très stratégique. Le Cameroun a connu plusieurs types de colonisation. D'abord la colonisation allemande et ensuite, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, le Cameroun a été charcuté, le Grand Cameroun, et deux puissances ont eu pour un mandat de conduire le Cameroun à l'indépendance. C'était l'Angleterre d'un côté, la France de l'autre. Donc, en réalité, sans abus de langage, on peut dire que le Cameroun a connu 3 colonisateurs. Et en l'espace de 2 générations, le Cameroun est passé de l'allemand au français et puis à l'anglais. Dans ma propre famille, j'ai des exemples de personnes qui ont presque cohabité ensemble, mais qui parlaient chacun sa langue, l'anglais d'un côté, le français de l'autre et l'allemand de l'autre. Vous savez que, autant que moi, que la langue est le principal outil qui véhicule la culture. Outre les 250 cultures, parce qu'il faut dire que le Cameroun a, dit-on, environ 250 langues, outre dans ces 250 cultures, nous avons hérité de la culture anglo-saxonne par le biais du Cameroun septentrional, comme on l'appelait. Et nous avons nous avons hérité de la culture française, la culture jacobine française par le biais du Cameroun oriental. Et avant, nous avons encore des relents de la culture coloniale allemande. Tout ça, c'est un méli-mélo qui fait que, compte tenu de l'espace et du temps, ça se choque, s'entrechoque, les intérêts se choquent. Et ce n'est pas toujours au profit des Camerounais. Donc, après, au sortir de la guerre, l'Angleterre et la France ont eu pour mission de conduire le Cameroun aux indépendances. Et à la suite, ou bien dans la mouvance de cette disposition-là qui a été donnée par l'Organisation des Nations Unies, il y a eu des partis politiques qui se sont créés, et le principal que je vais relever ici, c'est l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui s'était donné pour objectif de demander l'indépendance à court terme et la réunification dans l'ordre, la réunification d'abord et l'indépendance après. Ce n'est pas ce qui a été fait, parce que
Vous connaissez la politique de l'occupant, du colonisateur, c'était de préserver ses propres intérêts. Et leur intérêt, ce n'était pas de voir le Cameroun réunifié avant l'indépendance. Nous avons connu un certain nombre de problèmes jusqu'à ce jour parce que cet ordre qui avait été préconisé par l'Union des populations du Cameroun n'a pas été respecté. Donc avant l'indépendance, il y a eu de multiples partis, certains nationalistes comme l'Union des populations du Cameroun, d'autres qui étaient sous la houlette des colons, tant du côté anglophone que du côté francophone. Et chacun de ces partis-là aspirait au pouvoir. D'autres même refusaient l'indépendance, disaient qu'on n'était pas suffisamment prêt. Et c'est à ceux-là qu'on a donné l'indépendance. Le premier ministre camerounais, c'était André-Marie Mbida. André-Marie Mbida qui a passé le relais à la suite d'un coup d'État institutionnel à Ahidjo, qui était adoubé par les Français. Lorsque l'indépendance arrive, il était question de préparer la réunification qui a eu lieu 10 mois après. Et Amadou Ahidjo a été présenté comme le seul interlocuteur valable et les moyens lui ont été donnés pour pouvoir faire abstraction de tous les autres afin que la France, la mère France, puisse avoir un seul interlocuteur avec qui parler. Donc, des multiples partis qu'il y avait, nous sommes passés au parti unique, d'abord au parti unifié et puis au parti unique. Avant l'indépendance, donc, le pouvoir a été attribué à Amadou Ahidjo dans des conditions non démocratiques. Après l'indépendance, le pouvoir est allé à Amadou Ahidjo, qui est resté 25 ans au pouvoir en organisant des élections qui étaient sujettes à contestation tous les 5 ans. Lorsqu'il a décidé de passer le relais, il l'a fait à la manière jacobine française. Il a passé au premier ministre de l'époque, qui était Paul Biya, qui a pris le relais. La transition qu'on avait cru harmonieuse ne s'est pas bien passée. Et Ahidjo est mort en exil. Et Paul Biya est toujours au pouvoir. Parce qu'à la suite du coup d'État de 84, je crois, de 84, oui, le président de cette époque, M. Paul Biya, est devenu très frileux et a mis un accent particulier sur la sécurité. Cela s'est ressenti sur les élections qui sont passées d'une mandature à l'autre. Et il y a eu des contestations. Et à mi-chemin, à mi-parcours, le multipartisme est arrivé car il faut dire que la médicamentation française, c'était d'avoir des partis uniques partout. Mais le Cameroun, en raison de sa diversité linguistique, est arrivé avec le multipartisme très vite. Et il y a eu une multiplication des partis, avec un parti unifié, puis un parti unique qui avait la réalité du pouvoir et que nous connaissons tous. C'était d'abord l'Union nationale camerounaise, puis l'Union camerounaise, et ensuite le RDPC, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir. Maintenant, vous comprenez, lorsqu'on est au pouvoir et lorsqu'il faut organiser les élections, on prend les moyens de l'État pour pouvoir le faire. Et malgré les contestations des partis d'opposition, le président Paul Biya, qui est notre président, est là à 40 ans, plus de 40 ans au pouvoir, sans pouvoir être délogé.
Mais comme tout a une fin, la santé du président ne lui a pas permis d'exécuter le mandat qui s'achève dans la vigueur qu'on lui a connue, la vigueur intellectuelle, voire la vigueur physique qu'on lui a connue. Et des voix ont commencé à se lever, les vizirs qui voulaient être, des personnes qui voulaient être vizirs à la place du vizir, et l'opposition en ordre dispersé qui a commencé à préparer les élections, surtout les élections de 2025 pour 2025, pour prendre le pouvoir. Eh bien, voilà ces élections qui arrivent, et cette opposition est toujours aussi dispersée. Le principal membre d'opposition, qui a été même adoubé par une grande partie de la population et aussi par les Français, car c'est un paradigme très important de rechercher l'adoubement de l'ex-colonisateur. Eh bien, celui-là a été écarté en raison de son non-éligibilité, ensuite des mécanismes réglementaires qu'il a contestés, évidemment. Bon, on croyait la partie facilement gagnée par le parti au pouvoir avec son candidat naturel, Paul Biya. Eh bien, quand d'un chapeau est sorti une voix contestataire qui a démissionné